Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter. Et bien, microphone. Mégahertz est 7. Famille. La vie est un jeu de cartes dont le cœur n'est jamais l'atout. Merci, monsieur Richard. Aujourd'hui, atout, famille. Selon Lévi-Strauss, la famille est fondée sur l'union plus ou moins durable mais socialement approuvée de deux individus de sexe différents qui fondent un ménage et procréent et élèvent des enfants, et ça apparaît comme un phénomène pratiquement universel présent dans tous les types de sociétés. Il faut quand même préciser que Lévi-Strauss était un anthropologue français et il est décédé en 2009. Il a vécu une centaine d'années. Et étant donné que dans le sciences social, c'est quand même une référence, donc je peux qu'en parler. À l'hôpital, quand on parle des familles, on va avoir tendance à dire qu'elles sont dysfonctionnelles. Ou lorsqu'on n'emploie pas le mot dysfonctionnel, on va employer le terme pathologique. En gros, t'es tellement dysfonctionnel que tu crées de la pathologie. Si ce n'est pas ça, la manière la plus courante qu'on a de parler des familles, c'est de dire que la famille, elle est déconnante. Ouais, ça c'est le terme qu'on adore employer, on dit la famille déconnante, déconnante. Je vais essayer de t'expliquer en quoi. Et Avoir ton propre cheminement, du coup, j'espère. Les fonctions sociales de la famille, quelles sont-elles? Tu as plusieurs items. La reproduction, c'est assez simple, c'est faire des enfants. Même si tu peux aujourd'hui faire le choix de ne pas en avoir, la fonction principale d'une famille, c'est quand même de produire entre guillemets, des enfants. Quand vous vivez ensemble en couple sous un même toit, là, vous êtes en ménage. C'est différent. Le ménage, ça peut aussi être de la colocation. Vous êtes sous le même toit. Tandis qu'un couple qui a le désir de non-enfant, bah, en fait, d'un point de vue anthropologique, c'est un ménage. C'est un peu glauque, mais voilà, peu importe. Donc là, je vais essayer de t'illustrer les cas de figure où on va dire que c'est déconnant. C'est lorsqu'il y a de la reproduction intergénérationnelle. Le terme qui est employé, c'est même pas déconnant. Les trucs déconnants, faut que ce soit gentiment déconnant. Là, on tape, par exemple, je tape carrément sur un tabou, je tape sur un inceste. C'est plus une déconnance. Là, c'est un inceste. Il y a pas de débat, en fait. D'un point de vue moral, ça ne passe pas. Et d'un point de vue légal, non plus. En fait, c'est répréhensible par la loi. Donc, c'est pas de la déconnance. C'est même plus de la déconnance. La déconnance, c'est un peu léger, quoi. C'est un peu léger. Ou tu vas voir par la suite l'impact que ça peut avoir. Une des fonctions sociales de la famille, c'est aussi la socialisation. Qu'est-ce que c'est? La socialisation, en fait, c'est le fait d'inculquer à un enfant une culture, une langue, des codes, des valeurs, en fait, tout ce qui est us et coutumes, en fait, tout ce qui fait de toi ce que tu es, en fait. C'est tous les éléments nécessaires à l'intégration de l'individu dans la société. C'est aussi lors de cette socialisation que l'enfant, il va découvrir le rapport à l'autre et aux âges. Et de nos jours, il faut aussi dire quand même que c'est pas mal relayé par la crèche et par l'école primaire. Parce que, en fait, les enfants passent tellement de temps à l'école que bah, la fonction de socialisation et aussi en relais avec la scolarité. Du coup, lorsqu'on parle de socialisation, l'exemple qui me fait le plus sourire et qui me vient à l'esprit, c'est un peu de voir des patients, parce qu'à un moment j'avais des patients détenus. Tu vois qu'un patient de 19 ans, qu'il est incarcéré, du coup, que son colocataire, ça va être son frère, que papa, il va être dans l'aile Z, que tonton, il va être dans une autre détention, et que maman, elle va faire rentrer certaines substances. En fait, là, au regard de la situation, ça, c'est totalement déconnant, d'une certaine manière, mais au vu des valeurs qu'on lui a inculquées, etc., etc., et de son entourage familial, là, j'ai fait juste sur la famille proche, j'ai mis le focus sur la famille proche, mais au vu des codes qu'on lui a inculqués, il est totalement dans le respect des valeurs qu'on lui a proposées. Mais en fait, c'est peut-être pas forcément les normes de la société. Il y a aussi la fonction de solidarité. Alors, la fonction de solidarité, c'est nourrir, loger et blanchir les enfants. Et ça, de manière gratuite. La famille, ça reste quand même le lieu de solidarité préféré, même si au final, le système, l'établissement dans lequel on vit, propose un système d'assurance et d'assistance. Assurance et assistance, c'est tout ce qui va être de la sécurité sociale, des aides sociales, etc. C'est tout ce genre de choses. Par contre, nous, on va dire que, ou on va dire, dans les cas de figure où tu vas dire que c'est déconnant, ou tu peux dire que c'est déconnant, c'est quand, par exemple, tu as un très jeune adulte, genre 19 ans, qui va travailler à McDo, ou qui va avoir un job un peu précaire, ou je sais pas, qui va faire du 20 heures par semaine, exemple. Donc, il va gagner environ 600 euros, et les parents vont lui demander de cotiser à hauteur de 400 euros, en fait.
C'est quand même déconnant parce que là où il essaye de se faire un bagage au début de sa vie, d'avoir un petit pécule, un petit bas de l'aile, l'importance de la cotisation est tellement forte que lui, il peut pas s'élever en fait, il peut pas s'autonomiser. Donc voilà, nous on va dire, on va là pour le coup, on va employer le terme de déconnance. L'autre fonction aussi de la famille, c'est quand même la transmission du patrimoine. Hé hé. Comment naissent les grandes fortunes? Excellente question. Donc du coup, c'est au sein de la famille qu'on hérite de biens, qu'ils soient meubles ou de maisons en fait. Que ce soit des meubles ou des maisons ou une propriété, etc. Tout ce genre de choses. En fait, les grandes familles ne se font pas en un jour. Tu vas peut-être avoir l'opportunité de trouver un filon de pétrole, c'est génial, mais en fait, tu perpétues la lignée parce que le but d'une famille, c'est quand même aussi d'être pérenne. Donc, de génération en génération, vous transmettez ce petit héritage et tu te rends compte que les grandes fortunes ne se font pas forcément en une génération. Donc, au regard de la transmission du patrimoine, ça veut dire que tu vas aussi hériter d'un certain rapport à l'argent, en fait. Tu vas avoir une certaine culture de l'argent. C'est genre payer tes dettes en temps et en heure, ce genre de choses. Éviter de faire des crédits pour king. Tout ce genre de détails. En fait, les items choisis sont un peu indissociables. Il y a toujours un qui va percuter l'autre. Les cas de figure qu'on voit, nous, à l'hôpital, parce que oui, on est dans le sanitaire. Le sanitaire, il y a aussi beaucoup de social. Et parfois, c'est très délicat. C'est des rapports, ça, de nos collègues assistants sociaux qui nous disent ça. En fait, au final, on les voit dans les services, mais elles vont plus sur le terrain aussi. Et elles vont te dire que, bah, en fait, le mec, il est criblé de partout, il est fiché à la Banque de France, il est dans la mise jusqu'au cou. Mais en fait, quand tu arrives chez lui, c'est le dernier écran plat. C'est le dernier iPhone qui vient de sortir. Ça va être les dernières Nike. Il n'y a rien à manger, mais c'est pas grave. Tous les besoins matériels créés par la société sont satisfaits. Et en fait, les essentiels sont totalement passés à l'as. Donc ça, c'est hyper déconnant. Sauf qu'en fait, cette déconnance, elle est extrêmement grave parce qu'on vit quand même dans une société capitaliste et individualiste. Et le problème, c'est que oui, tu as un système d'assurance, etc. Mais une fois que tu es mis à la rue, c'est quand même la peur sociale de l'époque, c'est d'être SDF. Donc voilà, c'est important d'en parler. Il y a aussi la fonction de consommation et de production. Alors, ça va être tous les biens de consommation, mobiliers et immobiliers. Ça peut être ton automobile, ça peut être tout ce qui est en lien avec la maison, ça peut être tout ce qui est alimentaire, les vacances, etc. C'est tout ce genre de choses. En fait, c'est tout ce qui est dispensé dans le cadre familial. Alors, il faut quand même rappeler que la famille elle reste une unité de production importante au vu du travail domestique, en fait. Tout commence par là. Et c'est un peu les théories d'économie qui vont te dire que, en fait, même le travail domestique à la base est un travail, puisque tu dépenses de l'énergie à faire quelque chose. Sauf que ce travail domestique n'est pas rémunéré. Donc en fait, tout ce qui est de l'ordre du travail domestique, si c'est pas très clair, ça va être genre faire la vaisselle, nettoyer les toilettes, descendre les poubelles, tout ça là. En fait, ça va être toutes les corvées que tu vas faire pour que ta maison reste une maison et ne se transforme pas en taudis. C'est ça le travail domestique. Autrefois, il y avait des entreprises familiales. Elles étaient aussi bien individuelles, artisanales ou commerciales. Aujourd'hui, c'est un mode de production qui a diminué. C'était genre, je sais pas, t'étais dans une famille qui travaillait le textile, bah, toute la famille travaillait le textile, quoi. Père, mère, oncle, tante, sur plusieurs lignées, en fait. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où on a plus tendance à... Où on est dans une société, je vais parler que de la France, on a plus tendance à être une société d'employés. Ce n'est pas tout le monde qui est chef d'entreprise, ça reste quand même un saint Graal, ça reste quand même quelque chose de très particulier, peu importe que ce soit une société de services ou de biens. La consommation et la production, je vais essayer d'illustrer ça par une famille de mafieux, hein. Ça fait un peu écho au contre-exemple que j'ai pris tout à l'heure sur le jeune de 19 ans. Mais en fait, une famille de mafieux ou d'escrocs, il y a des codes, il y a des valeurs. Ils produisent quelque chose, mais ce quelque chose est juste illégal en fait. Machiavel, si tu nous entends. C'est un choix, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une entreprise familiale. La dernière fonction de la famille, c'est quand même l'affection et l'attachement. En théorie, parce que c'est le miroir aux alouettes aussi. Et en fait, en pratique, tu peux avoir des liens qui sont beaucoup plus fragiles et l'équilibre, il va être beaucoup plus difficile à trouver. C'est comme ça qu'on peut voir, par exemple, des enfants du placard qui vont être fracassés, qui vont être tabassés toute leur enfance et avec un manque d'amour total. Du coup, bah, faut imaginer ce que ça donne en tant qu'adulte. Voilà, chacun sa chance. Donc ça, c'est la première partie. Ça, c'était les fonctions familiales. Et du coup,
Ce que je te propose, c'est de découvrir les structures de parenté. Alors, les structures de parenté, c'est assez simple. Je le rappelle parce que je suis obligée d'en parler, mais tout le monde connaît en fait. Donc, la fameuse famille nucléaire, celle que tout le monde connaît, ça va être papa, maman et les enfants, sous un même toit, mariés ou non mariés, d'accord? La fameuse famille adoptive, ça va être le même cas de figure que la famille nucléaire, sauf, puisqu'elle est adoptive, il n'y a pas de lien biologique en fait. Les devoirs sont exactement les mêmes, pour tout le monde, je veux dire. La famille monoparentale, ça aussi tu connais, ça va être les enfants qui vivent soit avec le père, schéma numéro 1, ou les enfants qui vivent soit avec la mère, schéma numéro 2, sans qu'il y ait de conjoint à côté. Monoparental, mono 1. La famille recomposée, bon après je vais assez rapidement parce que ça c'est vraiment pas extraordinaire. Donc la famille recomposée, ça va être tu as le père ou la mère, et la belle-mère ou le beau-père, avec les enfants. Faut pas oublier que chacun vient avec les enfants de la précédente union. Et les enfants sont demi-frères et sœurs entre eux. Jusque-là, ça va. La dernière venue, ça va être la famille homoparentale. Ça veut dire que il y a un des deux parents qui est biologique et le deuxième est le conjoint du parent, qui est le père ou la mère aussi de l'enfant. Je vais remettre en lien avec la définition de Lévi-Strauss parce que en fait, lui, il n'a pas connu ça en fait. C'est intéressant de voir aussi que même dans certaines définitions, il y a des évolutions de société en fait. Et par exemple, la famille homoparentale, c'est pas spécialement le cas de figure qui était pris en charge par la définition de la famille. Voilà, je te laisserai remonter et voilà. Je précise aussi que c'est encadré juridiquement, mais si tu vis au XXIe siècle, j'ai même pas à te réexpliquer ça. La famille élargie. La famille élargie, c'est l'ensemble des ascendants et des descendants et des autres membres apparentés à une même lignée. Ok, ça va être en fait la famille dite traditionnelle. Ascendant, descendant, ça va être vertical et horizontal. Ça veut dire que tu as les lignées, tout ce qui est cousin, cousine, tac, tac, tac. Tu remontes tous les oncles et tantes et tac, grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, tout ça, petits-enfants, machin. Bon, en gros, vous avez tous un lien de sang. Ce qui est intéressant, ça va être de parler de l'évolution des mœurs et du poids historique. Début de jeu. La famille est une horde, groupe humain lié à la loi du père. Lui succède ensuite la tribu primitive, un groupe humain qui s'est donné une organisation sociale et politique, puis la famille romaine de la Rome antique. Le père en est toujours le dirigeant, puis la famille patriarcale qui est dominée par le père, le patriarche. Ses enfants sont des mineurs à vie. Oh, tout un programme. Bon, patriarcal, bon, celui-là, je pense qu'on le connaît un peu. C'est quand même un terme qui est un peu en vogue en ce moment. Société patriarcale, tout ça, tout ça. Hashtag actualité. Distribution de jeux. Alors, avant la révolution industrielle, la famille est rurale. Pour la plupart, est élargie. Le groupe social, il est important, il est composé de plusieurs générations, fortement hiérarchisé. Alors, le rôle de l'homme, c'est d'être le chef de famille et celui de la femme d'être la subordonnée. Il n'y a aucun télescopage dans les rôles, ok? C'est la famille à l'époque, ça reste un groupe très important qui vit de ses propres productions. Exemple, je sais pas, tu fais ton propre savon, tu fais tes propres vêtements. T'es pas dans l'éphémère en fait, tu vas être dans le vrai. Voilà, ça va être ça. Et petit rappel. Alors, je parle de révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est du 18e au 20e siècle, au cas où. Carte coupée. Alors, conséquences de l'ère industrielle, importants changements socio-économiques. Les familles rurales de type traditionnel existent en parallèle à la famille ouvrière. En ville, tous les membres de la famille travaillent. Père, mère, enfant, tout le monde taffe. Léon Blum, tu oublies. Congé payé, tout ça. You forget. C'est pas le moment, c'est pas encore l'époque. Distribution, 20e siècle. Petit à petit, la famille, elle évolue et elle change en fait. La famille nucléaire, c'est le résultat de l'émancipation des jeunes et le couple parental, il s'est émancipé de la tutelle des parents. Une fois que tu as des pépettes, tu vis comme un camping-pâte. Alors, atout, manchette. Ce qui se passe dans les restes du monde. Le schéma traditionnel, où la famille élargie, elle a été en vogue en Occident avant la révolution industrielle et elle reste très rare de nos jours. Tandis qu'ailleurs, il y a d'autres structures de parenté qui persistent, aussi bien en Asie qu'en Afrique.
J'ai quand même essayé de faire ça sérieusement parce que le fait d'être d'origine africaine ne veut pas dire que tu connaisses toute l'Afrique. Donc j'ai fait quelques recherches. Et pour ce qui est de l'Asie, j'ai pas trouvé grands écrits sur l'Asie. Du coup, j'ai plus trouvé sur l'Afrique et ça corrobore avec ce que je connais. Du coup, la structure de parenté, elle est tout aussi simple qu'elle est complexe en fait. C'est deux poids, deux mesures. Déjà, la famille adoptive, elle n'existe pas. Ni les familles recomposées. Ça n'existe pas. Ce terme-là qui est employé n'existe pas du tout. Et comme disait Lévi-Strauss au début, il parle de la notion de société. Donc chaque société a ses codes. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas. En fait, un enfant qui a une belle-mère ou qui a un beau-père, il va appeler l'adulte directement papa ou maman ou tonton ou tata, au choix. En fait, c'est une politesse, c'est du respect et en fait, c'est juste normal si ça fait partie de l'éducation. Vous vivez sous le même toit et ça veut dire que la personne, elle est responsable de toi, en fait, comme un père ou comme une mère. Donc les enfants, du coup, il y a un beau-parent, entre guillemets, je dis bien un beau-parent, entre guillemets, qui intervient dans cette maison. Et du coup, si ce beau-parent vient avec des enfants, ou peu importe, ou whatever, les enfants de la même fratrie vont être des frères et sœurs. Ok? De facto, vous devenez frères et sœurs. C'est pas un débat, tu dis pas demi-frère. Ça n'existe pas. Ça se dit pas. Euh, de la même manière, ce qui est aussi intéressant, ça va être aussi le rôle des oncles et des tantes. Euh, Ça peut donner lieu à des confusions quand on parle. Tu vas dire, par exemple, chez nous, les oncles et tantes, les oncles et tantes maternelles, ils ont une certaine appellation, ok? Ils ont une appellation et en fonction qu'ils soient plus grands ou plus petits que le père ou la mère, ça dépend de quel côté que tu vas l'appeler d'une manière pour dire genre qu'il est plus grand que ton père ou plus petit. En fait, tu sais direct, ça te donne une cartographie de la famille direct, comme ça. Tu sais tout direct et en plus, ces oncles et tantes directs, aussi bien côté maternel que paternel, ils ont une appellation, mais quand tu vas parler d'eux, genre tes frères et sœurs, les cousins, cousines à la française, ils vont te dire, ouais, notre mère, faut que tu suives la conversation pour savoir de qui on parle. Si tu as besoin de précision, tu poses la question. Donc ça peut donner lieu à des contresens si tu suis pas en fait. Mais tu sais très bien en fait dans la conversation, quand tu connais les caractères, tu sais très bien. J'en reviens aux fameux enfants de la famille dite en cricket recomposée qui deviennent des frères et sœurs. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce système-là, dans ce procédé-là, c'est que les tabous sont directement posés en fait. Tu règles tous les conflits incestueux, entre guillemets, je dis bien, c'est moi qui le dis. Donc ce que je trouve hyper intéressant dans ce cas de fonctionnement, c'est que tu règles toute la notion de la fonction de la famille en fait. Les 6 items dont je t'ai parlé, quand tu positionnes les choses comme ça, les droits et les devoirs de chacun sont posés. C'est réglé. L'enfant, il va se construire comme ça avec plusieurs références. Chacun sait qui est qui. Lorsque tu veux savoir qui c'est, ce qu'il en est, tu vas demander à la fratrie, tu vas demander à la personne, même père, même mère, et là, la personne développe. Tu sais direct. C'est important de préciser car en fait, ce sont des cas de figure qu'on voit dans les services. Par contre, lorsqu'il y a des héritages, là, ben, les patrimoines, hein, le patrimoine, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore un autre débat. Tu vas voir qui est légitime. Tu vas voir qui est légitime et de quel côté, au nom de quoi, en fait. C'est le sang qui va déterminer les choses. Lors d'un staff, on m'a dit que la mère était partie, elle avait laissé l'enfant à un membre de la famille. Ok? Jusque-là, c'est simple à suivre. Du coup, on m'avait dit que c'était un abandon, que la mère avait fait un abandon. Je dis, mais non, c'est grave ce que vous dites. Bon, après, j'étais plus jeune et puis même, parfois, faut pas débattre. Il y a toute une équipe, t'es la seule à... Si t'es toute seule à penser comme ça, tu mets la queue entre les jambes et tu te tais, tu vois. Donc, on m'expliquait que c'était un abandon. Je dis non, on me dit si, parce que pour l'enfant, ça a été vécu comme tel. Mais en fait, culturellement, ce sont des choses qui se font. Donc, ce sont des choses qui se font et qui ont du sens. Et je trouve ça intéressant de dire que la manière que tu as de regarder le monde, la paire de lunettes qui te permet de regarder le monde n'est pas forcément celle de celui que tu regardes. Dans le sens où ce qui est vécu comme un abandon est juste vécu comme quelque chose de normal si c'est les codes de ta société, de la société dans laquelle tu vis, dans les valeurs dans lesquelles tu as été éduqué. Après, je dis pas que l'enfant il fantasme pas une autre réalité, je te dis pas ça. Je te dis juste que c'est pas vécu comme un abandon. Tu peux très bien avoir 2 parents
vivant et compétent et fantasmer autre chose, tu vois. Mais c'est encore un autre débat. Du coup, aujourd'hui, ouais, j'affirme et je réaffirme que non, ce n'était pas un abandon. Je tiens aussi à préciser que les enfants, ils peuvent même se retrouver pour différentes raisons placés dans la famille. Ça va être pour raison de décès, ça peut arriver pour tes études, parce que si tu es dans une bonne école qui est loin, bah voilà. Ça peut être pour raison financière aussi, parce que je sais pas, disons que ton frère, il est milliardaire, il est millionnaire, c'est peut-être plus intéressant pour un de tes enfants d'aller être élevé dans cette famille. Voilà. Ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Donc, relax. On est vraiment resté sur l'institution de la famille qui a quand même le rôle de protéger les vulnérables, en fait. Tous les items sont là et le pourquoi du comment explique cela. L'institution famille est beaucoup plus forte en Afrique parce que déjà, le tissu social, il est beaucoup plus fort et les institutions sont beaucoup moins fortes aussi. Et déjà, rien que le fait de savoir que chacun a un rôle prédéterminé et de savoir qu'en fait, vous habitez plus ou moins à côté et qu'il y a des tas d'événements qui seront faits pour vous réunir en fait et pour constituer une famille, ça change quand même la donne. Il y a aussi des cas de figure qui sont moins importants aujourd'hui, je répète bien. Il y a aussi des cas de figure moins importants aujourd'hui où en fait, l'enfant va être placé chez quelqu'un. Donc, disons, tu as un meilleur ami que tu chéris beaucoup, que tu aimes beaucoup, tu peux lui donner, ça se faisait à l'époque, mais aujourd'hui c'est vraiment en déclin cette pratique de ce qu'on m'en a dit, tu peux lui donner un enfant, ou même si par exemple c'est quelqu'un que tu chéris beaucoup, tiens, ça a plus de sens, qui n'a pas d'enfant, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, tu peux lui donner un de tes enfants, lui laisser, tu peux lui laisser un de tes enfants en gage de biens précieux. C'est-à-dire que tu reconnais dans l'autre toute la valeur qu'il a. Donc toi aussi, tu lui accordes le risque, en fait. Tu lui accordes cette chance. Je ne sais pas comment tourner ça. En fait, de faire grandir un des tiens. C'est-à-dire que cet adulte à qui tu confies cette énorme responsabilité, il a le devoir, il a la responsabilité, il a l'honneur de chérir cet enfant et de le faire grandir et de faire de lui une personne intègre en fait, parce que mine de rien, élever un être humain, c'est quand même quelque chose de précieux. Donc voilà, petit point histoire. Après, je tiens quand même à préciser que je tiens quand même à préciser que ça c'est la théorie et il y a des cas de figure où ça se passe bien. Donc ça veut dire que on va te forcer à récurer les toilettes, à faire le ménage, en fait comme tes propres parents ils vont faire, tu vois. Jusque là, ça va. Mais t'as aussi des cas de figure où c'est un peu plus couac, hein, c'est un peu plus quick. Comme j'ai dit, il y a la théorie et la pratique. Et ça peut être un peu chaud patate, surtout si ta mère est décédée. On va rappeler une chose, c'est que quand tu es en Afrique et que t'as pas de mère, ou que ta mère est décédée, ouais, que t'as pas de mère, hein, c'est ça, parce que le décès, c'est que ciao banzai, bah, ta vie, elle débute avec un joker en moins. Et j'ai envie de te dire bonne chance. C'est qui tout double. Soit tu es recueilli par la famille et ça va se passer bien comme il faut parce qu'elle a des sœurs très aimantes. Et je parle de sœurs parce qu'il y a cette tendance-là voilà, c'est ta sœur, il y a une infection, nanana. Mais, mais, ouf, trois petits points. Si tu connais un peu l'Afrique et que tu sais quelle place a la femme dans la société, ou quelle place a la femme et la mère dans cette société, on peut dire que tu es un peu dans la merde. Bonne chance. Tu peux prier le Seigneur Jésus. Ou n'importe quelle puissance divine en laquelle tu as foi. Alors, qui tout double? Société postmoderne. Aujourd'hui, l'institution mariage, elle n'est plus en fait. Les divorces, ils augmentent, les familles recomposées aussi, et, euh, et au regard de certains sociologues, ils affirment que les nouvelles structures de parenté vont tendre au modèle africain, des familles élargies. Alors, clou, clou, explication. Ils nous précisent qu'en fait, pour eux, ce qui va se passer à force d'avoir des familles recomposées, etc., avec des remariages ou pas, des beaux-pères, machin et tout, euh, tous les hommes d'une génération de leur père, les enfants vont finir par les appeler papa, et toutes les femmes de la génération de leur mère, ils vont finir par les appeler maman.
Ça me fait penser les soirées en famille où t'as le grand frère qui est là en te disant oui, il faut dire que nous, les Africains, on a toujours été en avance, hein. Nous, les demi-frères, ça n'existe pas, tout ça, tout ça. Ben, en fait, quand tu regardes, quand t'es plus jeune, tu dis ouais, il a raison, mais en fait, tu développes pas plus là-dessus. Mais en fait, il a totalement raison, hein. Toi, tu penses qu'il aime bien les histoires de bringuettes, tout ça. Non, non, non. Donc voilà. Tu lui dis, bah, spécial dédicace, hein, Fofo, t'as raison. Donc voilà. Pour la nouvelle venue, c'est quand même le couple homoparental. C'est dans la lignée de la loi du mariage pour tous de 2013. Elle aussi, elle assiste à des situations de divorce et de monoparentalité. Et sûrement de familles recomposées, mais j'ai rien trouvé dessus. Mais comme on parle de pension alimentaire, l'égalité pour tous, il y a sûrement des familles recomposées, mais j'ai pas trouvé. Et ce serait plutôt normal. Donc là, j'ai fait une rapide présentation de la famille. C'est pour rappeler qu'elle reste quand même la plus petite unité de vie et qu'elle constitue la matrice fondatrice d'un individu. On a tous une Dream Team. Sinon, tu peux aller saluer Rémi. Rémi sans famille. Ta famille, qu'elle soit de sang ou de communauté, c'est l'environnement privilégié dans lequel tu évolues. Ok? C'est le premier lieu d'échange de santé ou non. Et nous, ce qu'on voit dans les services, nous les blouses blanches, c'est que la misère est plus forte que toi. Je me souviens très bien, c'est un vieil infirmier psy qui m'avait dit ça. Il me disait que je retournais le sol à main nue. Je lui dis comment ça? En fait, quand on fait des prises en charge, on va s'acharner à essayer de sauver la personne, de la sauver, de mettre toutes les aides, etc. Mais faut pas oublier que tu ne sauves qu'une personne qui a envie d'être sauvée. La personne retournera toujours chez elle, dans son chez-soi en fait, dans son environnement. Je tiens encore à préciser que nous sommes tous le produit de notre environnement. Et si ta famille est légèrement déconnante, ben pas de panique. C'est la vie, c'est pas comme dans une série genre 7 à la maison. Ta famille, elle peut être bancale et elle peut assurer ses fonctions tout en étant légèrement déconnante. Relax, Max. Après, si ta famille, elle est trop toxique et que tu as besoin de prendre le large, fais ce que tu as à faire. On voit tellement des cas de figure à l'hôpital où on se dit wow, tu fais un arrêt sur image, tu dis wow, ok. Si pour toi, ton salut, c'est de prendre le large et de reconstituer une autre famille ailleurs, do it. This is your choice, this is your life, you know. Ce qui est sûr en cette période de crise sanitaire mondiale ou de scandale sanitaire ou cette période de coronavirus, ce qui est sûr, c'est qu'on retourne toujours vers le basique légitime qu'est la famille, qu'elle soit de sang ou de communauté. Les institutions, l'établissement, il nous a rappelé à quel point lui aussi pouvait être fragile. Et que la seule ressource humaine que tu peux avoir, ça reste quand même ta famille. Aussi déconnante qu'elle puisse être parfois en fait. La famille, on y revient toujours. Elle reste la plus petite unité de vie élémentaire à un individu et où on s'est constitué en fait. On est tous issus d'une dream team, d'une équipe, bon gré mal gré, c'est la famille. La famille, le clan te rend fort autant qu'il peut fragiliser l'individu en fonction de ton mode éducatif en fait. Même si le jeu distribue les cartes sans forcément permettre aux acteurs de changer de rôle et de statut. Jeu, set et match. N'hésite pas à commenter, liker et à partager ou t'abonner sur ton appli de podcast préféré. Mégahertz. À très vite sur les ondes.